On oublie souvent que le sport, et tout particulièrement en compétition, demande une grande maîtrise de la gestion des émotions. L'anxiété, le stress, le manque de confiance en soi, une faible motivation, une concentration vacillante ou même la perte de ses moyens face à l'enjeu d'une médaille sont autant d'éléments susceptibles de déstabiliser un athlète pourtant parfaitement préparé sur les plans physiques, techniques et stratégiques. Pour devenir un champion, il faut disposer d'un moral et d'une détermination d'acier. Anaëlle Malherbe est préparatrice mentale et psychologue clinicienne à l'INSEP. Elle épaule les athlètes dans l'acquisition, le développement et l'optimisation d'outils mentaux destinés à améliorer leur performance. Elle vous explique les rouages de la préparation mentale. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons le mental de nos champions. Épisode 7, la gestion du stress et du doute, avec Anaëlle Malherbe et Oriane Malo-Breton. Bienvenue dans le mental de nos champions, avec au programme du jour une discussion sur ces moments que l'on ne voit pas toujours dans les enceintes sportives ou à l'écran, le stress avant de monter sur le terrain, le doute quand rien ne se passe comme prévu, et la force mentale qu'on va chercher seul ou à plusieurs. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir d'un côté Oriane Malo-Breton, escrimeuse au palmarès impressionnant, actuellement 2 fois vice-championne olympique à l'épée, en individuel et par équipe, et bien confrontée, j'imagine, comme tant d'autres, à l'exigence, aux attentes, à l'imprévu du sport de haut niveau. Oriane, bienvenue, bonjour à toi, merci d'être venue. Merci, bonjour. Et puis à ses côtés, Anaëlle Malherbe, psychologue et préparatrice mentale, évidemment, qui est chez elle dans cette émission. Salut Anaëlle. Salut Sylvain. Alors, j'ai une première question pour toi, Oriane. Est-ce que tu as le trac, parfois ? Et comment il se manifeste chez toi ? Je pense que tout le monde a sa part de trac. Alors, des fois, il est hyper positif et du coup, c'est plutôt facile de le gérer. Parfois, il te prend un peu plus profondément, on va dire. Et là, pour le coup, il faut réussir à vraiment se remettre dans sa bulle. Et c'est aussi pour ça que je pense que la préparation mentale est hyper importante, de réussir à savoir ce qui fonctionne avec toi pour pouvoir avancer et réussir à te remettre dans le droit chemin sur ces moments où le trac est plutôt néfaste. Et à ton niveau, en fait, le trac, il est issu de quoi ? Il est issu de l'enjeu ? Il est issu du public ? Il est issu d'autre chose Alors le public, pas du tout, parce que c'est vrai que nous, à part au Grand Palais, on est quand même pas souvent avec du public, donc on n'est pas trop confronté à ce genre de problème-là, entre guillemets. Mais non, je pense que c'est plus la peur de mal faire et qui prend le dessus en fait sur l'envie de réussir. Et tu as des exemples en fait de moments où le trac t'a un peu paralysé dans ta performance ? Je pense que le moment le plus parlant, c'est une durée en fait. c'est vraiment toute l'année de qualification olympique qui a été vraiment compliquée à gérer pour moi, parce que j'avais vraiment cette peur de pas aller au jeu. Et pour le coup, la pression extérieure aussi, parce que mine de rien, avec les Jeux à Paris, t'avais quand même cette pression des personnes extérieures au monde en fait du sport de haut niveau qui ne pensaient sportif de haut niveau que si tu faisais les Jeux. Et c'est vrai que moi, tous les matins, j'allais à la crèche et j'avais toujours soit un parent, soit une auxiliaire de puériculture qui me demandait si j'étais qualifiée, si c'était validé. Et c'est vrai que cette pression extérieure, elle a quand même été aussi vraiment présente sur cette année cette année olympique. Et oui, de gérer ce côté-là et en fait le fait de devoir faire des résultats pour pouvoir aller au jeu, ça a été vraiment difficile. Et au final, ce qui m'a permis de me remettre dans le droit chemin, c'est un vrai reset, une pause de mon corps qui m'a dit stop, parce que je me suis fait une bonne entorse de cheville
fin mars 2024, donc pas très très longtemps avant les Jeux. Et en fait, ça m'a permis de vraiment me reposer sur moi-même et sur l'essentiel. Et la première chose que Anaëlle m'a dite, c'est ton corps fait bien les choses. Donc voilà, c'est mon corps qui m'a arrêtée, mais c'est lui aussi qui m'a permis de vraiment poser ma tête et me permettre de repartir sur l'essentiel qui était le plaisir, le pourquoi je faisais l'escrime et en fait juste l'envie de profiter et de faire ce que j'aimais faire. Et au-delà de la préparation mentale, est-ce que l'expérience diminue le trac ou pas nécessairement ? Parce que je prends un parallèle avec les musiciens, par exemple, certains musiciens très expérimentés ont toujours autant le trac en montant sur scène. Est-ce que c'est pareil pour les sportifs ? Je pense que ça nous aide, mais au final, parfois, tu as d'autres choses qui rentrent en compte. Donc, je pense que vraiment, plus on vieillit, plus on se connaît et plus on sait appréhender un peu les situations qui peuvent arriver parce qu'on sait que, voilà, quand je suis comme ça, il peut se passer ça, ça, ça. Mais bon, au final, quand il est là, faut quand même le gérer, quoi. Et à quel moment, peut-être plus en début de carrière, tu as compris ou tu as ressenti l'envie d'être accompagné sur le plan mental ? Ça a été mon parcours avec la préparation mentale, elle a été un peu hachée. J'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui m'a formée, avec qui je parlais beaucoup. Qui a une licence de psycho aussi. Donc lui, c'était vraiment un aspect important pour lui. C'est un ancien sportif de haut niveau. Aujourd'hui, il est président de la Fédération française d'escrime aussi. Donc on a toujours beaucoup discuté et ça n'a pas été que... Enfin, c'était pas que l'escrime. C'était vraiment un accompagnement plus global. Et puis après, oui, j'ai essayé un peu différentes personnes et je pense qu'en fonction de ton évolution aussi et de ton expérience, et t'es pas la même personne à 20 ans qu'à 30 ans, t'as pas forcément besoin de la même chose. Et puis, tu te connais de mieux en mieux, donc tu sais aussi vraiment sur les points, les points sur lesquels tu dois travailler. Donc j'ai toujours eu quand même cette idée que le mental faisait intégralement partie de la performance et dans un sport comme le nôtre où tout peut basculer en très peu de temps, faut réussir à te remettre dedans assez rapidement et avoir des clés pour refaire basculer dans ton sens. Donc j'ai toujours eu en tête que c'était important, mais il y a des moments où je ressentais pas le besoin d'avoir vraiment une personne référente et des moments comme l'année vraiment olympique où je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'ai Anaëlle et voilà, c'était la personne pour moi la plus adaptée à ce dont j'avais besoin à l'instant T et en qui j'avais totalement confiance. Anaëlle, on parle souvent du trac comme quelque chose de négatif, mais rien ne nous a dit que ça pouvait être positif aussi. Est-ce que c'est forcément quelque chose à vaincre ? Et comment faire pour en faire quelque chose de positif ? Je trouve qu'il y a une grosse partie qui est liée aussi à la perception qu'on a de la situation. C'est des choses qu'on avait bien travaillé aussi avec Oriane. Tu vas avoir des athlètes qui vont le voir comme quelque chose de très négatif dans le sens où en fait ils sont hyper kinesthésiques, c'est-à-dire que très sensibles aux sensations physiques et donc quand tu as du stress, tu peux avoir les mains moites, tu peux trembler, boule au ventre, etc. Et donc du coup si tu le vois de manière négative, ça peut augmenter ce niveau de stress. Je pense que... alors je reprends la réflexion que tu as eue et je trouvais hyper intéressante, tu vois, la question sur le côté expérience. J'ai quand même l'impression qu'avec l'expérience et en effet la connaissance de soi, il y a une meilleure gestion intrinsèque quand même du stress, dans le sens où il y a des compètes qui devaient te faire stresser quand t'étais petite. Maintenant, tu vois, genre, les France, s'il y a bien un truc qui va pas être stressant, ça va être ce type de compétition-là. Et donc du coup, c'est la manière dont tu le perçois et tu le transformes. Et en fait, il y a un côté adrénaline et aussi, comment dire, un peu... affûtage de tes sens et de ta capacité à prendre une décision qui peut être aussi hyper intéressante. Donc du coup, c'est voir comment garder quand même
un certain niveau de stress qui va permettre d'avoir un éveil physique et mental, sans pour autant que ça arrive trop tôt et sans pour autant que ça puisse te déborder. Donc, je trouve que l'un des premiers points, et là-dessus, tu vas me dire ce que tu en penses, Oriane, et je trouve que tu es aussi vraiment forte là-dessus, c'est j'accueille, j'accepte, et après c'est comment à un moment donné je le transforme. Chez Oriane, il y a un côté où t'es beaucoup dans le relationnel, et du coup se mettre dans une bonne ambiance avant d'aller tirer, et au jeu c'était ça, on a beaucoup fait ça, de se mettre en mode jeu, en mode plaisir, pour désacraliser aussi l'enjeu, et du coup y aller avec, on avait travaillé sur le sens profond, qu'est-ce qui fait que tu voulais vraiment y aller, et ce qui était important pour toi, et donc du coup j'ai eu l'impression qu'au final tu l'as vécu de manière plutôt positive, et en fait ça a coulé de source, et ça a été quelque chose où voilà, elle l'a accueilli, elle a fait avec. Moi il y a un moment qui m'a particulièrement impressionné quand même, c'est à la fois la capacité à rebondir dans des fois des moments de match qui pouvaient être quand même assez tendus, parce que quand on est dans les gradins, on le ressent. Et puis, oser aller à la mort subite, mine de rien, sur la gestion des émotions. Il y a un côté qui est quand même très... je trouve courageux, oser se dire ok j'y vais, je suis là, et je prends le risque, et je gère un stress qui est quand même hyper intense, et j'ai envie de dire quel que soit le résultat, tu vois, il y a ce côté où waouh, ok. Mais par contre, ce que je trouve horrible avec cette mort subite, c'est qu'en fait on se souvient jamais de quand t'as gagné à la mort subite, parce que dans la tête des gens t'as gagné, et par contre quand t'as perdu, là on te le ressort que t'as perdu à la mort subite. Et je sais qu'on m'a déjà dit, je sais qu'on a déjà pensé que du coup j'étais faible mentalement parce que j'avais perdu à la mort subite, et encore plus forcément au jeu tout le monde le voit, et je me dis mais en fait les gens ils ne voient que ce qu'ils veulent voir, parce que t'as oublié que le premier match je le gagne à la mort subite. T'as oublié que aux Europes on est médaille de bronze, mais on peut être 4e parce qu'on gagne à la mort subite. Donc en fait les 4 titres qu'on gagne au championnat d'Europe, il y en a 2 sur 4 à la mort subite, 3 sur 4 à une touche. Donc voilà, en fait c'est quand tu gagnes, on oublie toujours la manière dont t'as gagné. Mais par contre, quand tu perds, là, on sait bien te dire que t'es pas forte mentalement. Et du coup, je pense que voilà, c'est aussi important de le dire. En fait, sur une touche, il peut se passer plein de trucs. Oui, des fois, c'est dans ton sens, des fois, c'est dans l'autre. Mais c'est le jeu, c'est aussi le jeu en fait. Donc après, aller dire elle est ci, elle est ça, je trouve que c'est toujours plus facile à dire de l'extérieur que de le vivre. Parce qu'au final, la première personne qui est dégoûtée d'avoir perdu, c'est moi et l'équipe. Donc en fait, au final, ce que les gens ils peuvent penser derrière, c'est pas si important que ça. Ouais, parce que tu vois, je trouve, et moi je le vois de manière hyper positive, que justement, tu vois, ça te demande dans ce moment-là d'aligner quand même énormément d'éléments sur ok, je vais prendre le temps, je vais accepter de faire durer la touche pour ensuite aller sur la mort subite. Donc t'as un choix aussi tactique, tu dois te reconcentrer. T'es seul avec toi-même sur la piste, tu gères le stress, il y a l'enjeu, quand t'es en collectif, il y a quand même toute l'équipe derrière, donc c'est pas que toi par rapport à toi-même. Et justement, moi je trouve que ça prouve une réelle capacité quand même à faire face à un enjeu qui est extrêmement fort, et donc du coup gérer le stress et tous les autres on va dire ingrédients mentaux quoi. Donc je vois complètement ce que tu veux dire, parce que souvent on refait le match après, où le grand public va pas forcément avoir cette perception là, mais quand on est en interne, moi je trouve que c'est tu l'as prouvé sur les jeux et sur d'autres compètes, moi je trouve que c'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment ces matchs à une touche, c'est vraiment compliqué, et je les ai vraiment beaucoup bossés aussi avec Rémi à la leçon, pour essayer
de me mettre dans la situation de tu travailles qu'une seule touche. Et je trouvais ça hyper intéressant de le trouver aussi avec les pentathlètes, parce que les pentathlètes, eux, c'est leur travail en fait de faire des matchs en une touche, et de faire des matchs avec eux, je trouvais ça vachement plus intéressant de faire un match de 15 fois une touche, plutôt que de faire un match en 15, où au final, il y a des fois, tu vas te faire des doubles parce que t'as un peu la flemme, alors que si tu te dis on fait 15 fois une touche, tu dois te remobiliser à chaque fois pour aller mettre cette touche-là. Et lui, ça lui sert parce qu'il est pentathlète et que c'est comme ça que l'escrime met dans leur sport. Et nous, ça nous sert aussi pour ces moments compliqués qui sont des moments clés et qui font que soit tu restes à terre, soit tu passes le match d'après. Ouais, parce qu'en fait, t'as pas mal d'ingrédients derrière. Tu vas avoir le travail sur les routines de performance. Donc comment à un moment donné tu gères la touche d'avant, qu'elle soit réussie ou qu'elle soit loupée. Donc tu vois, gestion des émotions par rapport à ça. Tu fais un reset, tu prends le temps de redescendre et te mettre au bon niveau d'activation physique et mentale. Il peut y avoir des fois la visualisation sur ce que tu vas mettre en place. Il y a la prise de décision. Il y a le côté c'est hyper important que ma prise de décision soit affirmée. J'en vois certains où en fait on en avait beaucoup parlé et ça t'es très au clair avec ça. C'est au préalé, donc avant le début de la touche, c'est d'avoir une intention. Et en fait, t'en as certains qui n'ont pas forcément d'intention ou qui vont la modifier. Et donc, en fait, qui vont être en réaction plutôt que proactifs. Donc, t'as aussi ça qui rentre en compte. Et puis après, la gestion de l'enjeu, la gestion des pensées qui peuvent à un moment donné éventuellement parasiter ce que t'es en train de faire. Et l'idée avec tout ça, c'est de réussir à être focalisé sur l'instant présent et prêt à agir. Donc, tu vois, ça te fait quand même énormément d'ingrédients différents. Et donc, c'est pour ça que, en effet, travailler sur une touche où on reprend l'exemple de la mort subite, qui est, je trouve, encore plus intense en termes de gestion des émotions. En fait, t'as un énorme travail mental derrière et ça te demande de maîtriser pas mal d'outils. Et puis après, une mort subite, ça reste, même si tu as réussi à te mettre dans des conditions un peu optimales, et en fait, tu peux aussi prendre une mauvaise décision, et l'autre, elle a le droit de faire quelque chose aussi de réfléchi et de bien fait, et tu as le droit de la prendre, en fait. C'est pour ça que moi, ça a été beaucoup plus facile d'accepter la défaite individuelle, parce que, alors oui, je mène tout le match, mais je sors toute seule aussi de mon match pendant, et j'arrive pas à me remobiliser pour être forte, je décide d'aller à la mort subite, et au final, je prends une mauvaise décision. Et elle fait son truc bien, enfin voilà, il faut aussi accepter quand l'autre, elle est forte, et elle a le droit de te toucher, et c'est ok. Alors que pour cette touche du par équipe, je m'en suis plus voulu, mais pas tant sur la mort subite, je m'en suis plus voulu sur le juste avant. J'arrive à repasser devant, et je prends pas assez de temps. En fait, c'est vraiment c'est des micro moments, mais c'est des choses qui font que c'est 2 secondes qui ont fait que elle a réégalisé. J'ai pas repris assez de temps parce que du coup cette touche là elle te fait mal. Et en fait c'est quand tu te refais un peu les films en boucle derrière. C'est pas grand chose, mais c'est ça qui a fait que sur le moment c'est pas toi qui touche, mais il y a beaucoup de paramètres en fait qui rentrent en jeu à l'instant T. En vous écoutant parler toutes les deux, j'ai un peu le sentiment que les thématiques que je voulais aborder, le trac, l'incertitude, la gestion des émotions, pression, c'est un petit peu interconnecté, tous ces trucs-là. J'ai raison ou je me trompe ? De toute façon, tout est connecté à un moment ou à un autre. C'est sûr que tu sais jamais ce qui va se passer, mais au final, c'est comme dans la vie. Si tu te dis que tu vas te faire écraser par une voiture, tu traverses jamais la route. Au bout d'un moment, t'es obligé de devoir t'adapter aussi aux situations. Et c'est ça que moi, je trouve super dans notre sport. C'est qu'il faut réussir à trouver le juste équilibre entre réussir à t'imposer et ne jamais oublier ce qui fait tes forces, mais en même temps toujours devoir t'adapter parce que t'es pas tout seul et t'as quelqu'un en face de toi qui va pas te laisser toucher. Donc c'est vraiment
l'expérience pour le coup qui te permet aussi d'après de réussir à jauger ce je m'impose et si ça fonctionne en faisant en déroulant mes forces, et ben c'est ok et on continue dans cette voie-là. Mais par contre, si la nana elle est plutôt dans sa force aussi et que ça fait force contre force, et il faut y réussir à trouver des autres pistes à explorer pour essayer de la faire déjouer et après pouvoir retourner dans ta force. Mais c'est la balance et le juste équilibre à trouver qui est hyper intéressant. Et pour le coup, l'expérience fait quand même aussi la différence, parce que moi, quand je reprends mes compétitions, quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'étais un peu frustrée parce que souvent, je passais directement après les poules. Donc nous, il y avait le premier jour de qualification. J'arrivais à faire des matchs en 5 plutôt... Enfin, c'était jamais facile, hein, mais régulièrement, je passais directement dans le tableau final par les poules. Et puis, je coinçais dans les premiers matchs de tableau parce que j'étais sortie... Il y avait 10-10, 11-11, et puis il y a un moment où tu lâches, et puis au final, tu perds 15-11. Où t'arrives à... C'est dur, et puis il y a une touche qui te fait mal à la tête, et terminé, rentre à la maison. Et c'est vrai que le ratio des matchs après 15-14, quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'en perdais beaucoup plus, et tôt. Et il faut aussi être capable de les répéter, parce que tu vas en gagner un, 15-14, ça va être dur, mais peut-être que celui d'après va être dur aussi, et il faut accepter que celui d'après soit dur aussi. Et c'est pas j'en ai gagné un 15-14, donc les autres elles vont me laisser gagner 15-2. Et c'est aussi ça qui est compliqué, et c'est aussi ça qui te fait avancer et qui te fait grandir, c'est d'accepter que ce soit dur et que les autres elles sont aussi là pour gagner, quoi. Et je pense que tu as deux niveaux. Je réfléchissais en même temps que j'entendais les réponses d'Oriane. Tu vas avoir en effet la gestion de l'incertitude sur la piste à l'instant T par rapport à ce que ton adversaire te propose, et puis aussi l'arbitrage qui, mine de rien, influence aussi des fois les prises de décision. Et puis il va y avoir quelque chose de plus macro, tu vois, par exemple en lien avec ce qu'on avait fait sur l'équipe, de se dire au jeu, imaginons différents types de scénarios. Il y a une des filles qui est blessée, ou je sais pas, Tokyo, c'était le Covid était forcément comment dire, réfléchi dans les fameuses questions de gestion d'incertitude, tu vois, mais on prend tel type d'équipe qui termine, qui prend quel rôle, parce qu'en fait elles ont des rôles qui vont être différents, à poumon, finisher, etc. Et donc du coup c'est pas la même gestion de ton escrime, et c'est pas la même gestion mentale. Donc du coup c'était aussi, tu vois, de réfléchir en amont aux différents types de scénarios pour les préparer collectivement à mieux y faire face. Donc il y a aussi des choses que tu peux gérer potentiellement en amont, et il y avait eu beaucoup d'échanges et de communication autour de ça, et au final vous aviez réussi à vous aligner, vous étiez vraiment raccord là-dessus. On n'en a pas reparlé après, et du coup ça m'intéresse aussi toi d'avoir ton feedback là-dessus, sur ce que ça a pu apporter, tu vois, de réfléchir à des scénarios comme ça en amont. Oui, je pense que ça nous a beaucoup aidé, mais en fait, juste de parler et de se dire les choses ouvertement et sans interprétation quelle soit, de juste être un peu transparentes les unes envers les autres. Alors, c'est sûr que ça aide de se connaître depuis des années, parce qu'on a grandi ensemble avec les filles de l'équipe, mais juste de se dire... Là, je suis capable de le faire. Là, je suis pas capable de le faire. Est-ce que vous, en gros, vous prenez mon dos ou pas, quoi. Et je pense que ça, c'était vraiment le plus important. C'était de faire un pas chacune les unes vers les autres pour se dire, là, j'ai besoin de toi. Là, ça va, je vais gérer et je vais y arriver. Et tu peux t'occuper de toi. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous a permis aussi d'être aussi soudées et aussi fortes. Parce que moi je me souviens vraiment de mots que tu avais dit par rapport à l'interprétation. C'était toi peut-être que tu vas penser une situation et tu vas pas voir le mal, mais peut-être que la nana à côté elle va pas le prendre de la même manière,
et potentiellement ça peut créer un déséquilibre et des non-dits qui peuvent déséquilibrer justement un peu cette balance qui, au final, on sait que le haut niveau, c'est de la poussière. Enfin, ça peut aller très vite. Donc je pense que ça, c'était vraiment hyper important qu'on pose ces choses-là sur la communication. Et après, pour revenir aussi sur l'incertitude, il y a vraiment parfois des situations. Moi, au jeu, mon deuxième match, c'est Gauthier Grumier qui entraînait les garçons qui est derrière moi. À aucun moment on s'était dit que potentiellement ça pouvait être un autre entraîneur, si peut-être, mais comme ça quoi. On s'était pas dit les filles vous tirez toutes les trois en même temps, qui prend qui est derrière qui. Et donc voilà, moi j'ai appris que c'était Gauthier qui me coachait juste avant mon match. Mais c'était ok, parce qu'en fait, si tu commences à perdre de l'énergie sur le pourquoi, c'est pas un tel qui me coach, machin, en fait, tu t'es déjà plus sur l'objectif. Moi, mon objectif, c'était de gagner mon tableau de 16, que ce soit Gauthier, Lionel ou Hervé derrière moi. Le but, c'est qu'on arrive à parler, à échanger ensemble et à faire en sorte que je gagne mon match. Et c'est ce qu'on a fait, et au final, ça s'est hyper bien passé. Mais t'es jamais sûr vraiment que le truc se déroule de la manière dont tu l'as pensé. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas non plus... c'est bien de faire de la visualisation et de se dire, voilà, il peut se passer ça, il peut se passer ça, mais tu peux pas écrire ton script de A à Z, parce que si jamais ça sort de ce que tu pensais, ça peut complètement te déstabiliser, alors que c'est pas du tout le but. Pour en revenir à la préparation mentale collective pour l'équipe, il me semblait avoir compris dans ce que tu disais un peu plus tôt que tu pouvais ressentir plus de pression par équipe, peut-être parce que en fait une défaite ça veut dire que tu entraînes tout le monde avec toi. Est-ce que du coup il peut y avoir plus de trac, plus de pression en fait par équipe, parce que t'emmènes tes coéquipières avec toi dans la défaite ou dans la victoire? Alors je dirais pas plus de pression, parce que moi j'ai été plus forte par équipe, j'ai été forte régulièrement par équipe plutôt que individuellement parlant, parce que l'équipe c'est toujours quelque chose qui m'a animée, et j'ai toujours eu vraiment ce truc de je vais être là pour les autres et je me donne à 8000% pour les autres. Donc j'ai toujours eu quand même un track plutôt positif sur le par équipe, et au final j'ai été finisseuse assez tôt. Mais en fait ça m'impacte plus, la défaite m'impacte plus, parce que quand tu as ce rôle de finisher, même si tu sais que c'est pas ta faute si tu perds, en fait ton rôle c'est de finir, ton rôle c'est de mettre la dernière touche. Et du coup, de pas avoir mis cette dernière touche, même si je sais que j'ai tout donné, que physiquement, que mentalement, j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais donner pour cette équipe, j'ai l'impression de pas avoir fait mon boulot, en fait. Et c'est ça qui a été vraiment difficile à digérer, alors que sur l'individuel, voilà, c'est ton individuel et c'est pour ta pomme, et c'est pour ta pomme, c'est comme ça. Donc je dirais pas que c'est une pression supplémentaire, c'est juste le fait d'accepter le rôle qu'on te donne. Et c'est vrai que quand on gagne, pour moi, ça a toujours été normal que on gagne par équipe, c'est tout le monde qui gagne, parce que en fait, tout le monde a fait son boulot. Mais cette défaite, le fait de finir, je la prends toujours un peu pour moi. Même si au final, dans les faits, je sais très bien que c'est pas pour moi. Mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Mais comment tu le surmontes, ça, justement? C'est quelque chose que tu travailles avec Anaëlle, ou avec le temps, ça s'estompe un petit peu, ce sentiment? Franchement, la finale, les dernières touches par équipe, je les ai refaites beaucoup, beaucoup de fois dans ma tête. Et ce que je disais bizarrement, c'est pas cette dernière touche en fait que j'ai refaite, c'est vraiment le juste avant. Pourquoi t'as pas pris plus de temps, pourquoi quand tu repasses devant là tu fais pas un vrai break, pourquoi donc ça prend plus de temps, mais après je pense qu'il faut pas se fixer que sur cet instant là, en fait faut aussi regarder l'intégralité de notre vie à toutes ensemble en tant qu'équipe.
et on est passé par tellement de hauts, de bas. On a surmonté quand même beaucoup de galères. Donc c'est sûr qu'on aurait pu être championne olympique à Paris et que ça aurait été incroyable. Mais on est quand même vice-championne olympique par équipe. Et on est quand même hyper fiers d'avoir pu faire briller notre équipe et notre groupe, en fait. Parce que c'est ce qu'on disait aussi. Sur la piste du Grand Palais, on était 4. Mais en fait, c'est tout un collectif qui est derrière aussi. Et on est un sport individuel, mais sans les autres, on n'est pas grand-chose non plus. Et les filles qui nous ont entraînées jusqu'au bout pour que ce groupe brille, justement, je pense que c'est hyper important de le souligner aussi. Quand je vois les autres escrimeurs, tu vois, je bosse beaucoup avec le fleuret et ça, mais plutôt chez les filles. Je pense que le rôle de finisher est quand même vraiment le rôle le plus complexe et que t'es pas la seule à vivre de manière aussi intense la dernière touche quand elle est en ta défaveur. Ou j'ai l'impression que pour la majeure partie d'entre vous, quand vous réussissez, c'est collectif et quand ça marche pas, c'est celui qui a mis la dernière ou c'est celui qui se l'est prise qui va se remettre quand même beaucoup en question. Là où en effet en fait ce que tu soulignes et moi c'est ce que j'observe dans la pratique à très haut niveau, ça se joue sur des détails. Tu vois, avec les jeunes, on va poser des bases, y a des habiletés mentales à développer, comme un peu les fondas en escrime, tu vois, il y a des piliers à construire, mais ensuite on est vraiment sur des choses qui sont hyper fines et qui sont aussi en lien avec ton histoire, ta personnalité, ta capacité à prendre tel ou tel type de décision, etc. Et donc en fait, c'est à la fois ça qui est passionnant et c'est en même temps ça qui crée aussi toute cette incertitude parce que tous les curseurs sont poussés au maximum dans le haut niveau. Et les Jeux à Paris, on en avait parlé aussi un peu, on en a beaucoup parlé. Les Jeux à Paris, clairement, c'était un truc de dingue, dans le sens où il y a eu la période Tokyo qui a été très particulière avec confinement, Covid, est-ce qu'il y aura les Jeux, pas les Jeux, etc. Et puis ensuite, on s'est retrouvés avec 3 ans pour préparer les Jeux. Et ça paraît beaucoup comme ça de l'extérieur, mais en fait, tu squeezes l'année de récup. L'année où tu as la possibilité à un moment donné de lâcher un peu plus prise, de prendre du recul, de te reconstruire, etc. Et donc du coup ça a été hyper intense et comme tu l'as dit au début de l'échange, en fait les médias, le monde extérieur entre guillemets à cette bulle de haut niveau mettait tellement le focus sur les jeux que ça rajoutait une dynamique en interne qui était c'était électrique. C'était oppressant en fait. Ouais, c'était oppressant. Et t'as dû le voir aussi toi Sylvain, il y avait une espèce d'énergie où tu sentais que tout le monde était stressé mais tellement tôt par rapport à d'autres jeux qu'il a fallu aussi gérer cette énergie-là, trouver l'équilibre avec la vie perso, parce que ça, je trouve que c'est un point qui est quand même aussi hyper important et de se dire, bah voilà, comment je me ressource à côté. En effet, ton corps t'a parlé et c'était une très belle symbolique et au final, c'était positif qu'elle se blesse à ce moment-là. Tu l'as très bien géré et en fait c'était important pour en effet prendre le recul et réaligner les choses et après c'est comment tu tiens dans la durée et au Grand Palais l'énergie elle était incroyable. Donc je pense que c'est aussi important de le souligner, on a vécu une période qui a été d'une intensité exceptionnelle et je pense qu'on vivra plus dans le haut niveau en étant tu vois sur des jeux à l'extérieur, sauf peut-être ceux qui vont faire les jeux d'hiver d'ici peu tu vois en France, mais c'est hors du commun en fait. Moi vraiment ce que j'ai ressenti c'était ce truc de tu n'es sportif de niveau que si tu fais les jeux et les gens ils se rendent pas compte de la difficulté déjà de se qualifier au jeu et que y en a beaucoup qui veulent y aller mais il y en a pas beaucoup qui
arrivent à se qualifier parce que les places sont très très chères et que le niveau est très dense et que sur une saison tout peut se passer et que t'es pas à l'abri de te blesser au pire des moments, t'es pas à l'abri de plein de choses, tu sais pas ce qui peut arriver. Et j'ai trouvé ça vraiment dur pour ceux du coup qui étaient pas qualifiés parce que c'est sûr que pendant la période des Jeux, on parle de ceux qui sont qualifiés, on parle après de ceux qui font les médailles, mais en fait, tu laisses derrière tous ceux qui se sont battus pour avoir la même chose que toi et qui l'ont pas. Et eux, terminé. Après, on n'en parle plus. Et c'est ça aussi qui, je pense, qui est important de montrer dans cette phase cachée du sport de haut niveau qui est aussi hyper ingrate parce que si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Et cette notion-là, les gens du monde, entre guillemets, extérieur, s'en rendent pas forcément compte. Et quand on te dit c'est bon, t'es qualifié, c'est bon, t'es qualifié, c'est bon, t'es qualifié, et que au final, tu dois dire non, je suis pas qualifié. Le non, je suis pas qualifié, déjà, il est dur pour toi parce que au final, tu as pas réussi à atteindre ton objectif. Et en plus, du coup, t'as la personne qui est en face de toi qui fait oh, ok. Et moi, j'ai une discussion avec une amie espagnole qui a mon âge, qui a vraiment donné 10 ans de sa vie au sport de haut niveau et à l'escrime, qui a quitté son pays pour venir s'entraîner en France. Elle parlait pas français, elle avait un diplôme espagnol, elle a repris des études en France. Au final, après, elle a commencé à bosser, elle payait ses compètes parce que le système espagnol était différent d'une autre, donc elle devait poser des congés parce qu'elle bossait en France, donc elle devait poser des congés pour partir en vacances, pour partir en compète. Elle devait, du coup, elle bossait à temps plein. Et au final, elle n'a pas atteint son objectif de se qualifier pour les Jeux. Et le seul truc après qu'elle m'a ressorti, c'est, en fait, tu vois, toi, t'as tes médailles, moi, j'ai rien. Comme si tout ce qu'elle avait fait pendant ces 10 années à bosser, à s'entraîner, à partir en compète, à essayer de tout gérer de front, comme si c'était rien et que ça n'avait servi à rien parce qu'en fait, elle n'avait pas atteint son objectif. Et j'ai trouvé ça d'une violence vraiment... alors que c'est une nana, je lui ai dit, mais tu te rendras peut-être compte dans 10 ans de ce que tu as fait. Et c'est plus facile de le dire quand tu as tes médailles que quand tu les as pas, c'est sûr. Mais on se met un truc sur la tête qui est tellement énorme. Moi, je lui ai dit, mais tu te rends compte, t'as voyagé à travers le monde, t'as été dans les meilleurs de ton pays pendant des années. Tout ce que t'as essayé de mettre en place pour y arriver, ok, t'as pas réussi à atteindre ton objectif, mais en fait, c'est quand même dingue ce que t'as fait. Mais je pense que c'est difficile à intégrer quand toute ta vie de sportif de haut niveau, on t'a dit c'est l'objectif, c'est l'objectif, c'est l'objectif, et si tu l'atteins pas, en fait, c'est comme si t'étais rien. Et je trouve que c'est vraiment très, très violent, psychologiquement parlant. Il y en a beaucoup qui le vivent mal. Hein. Moi, je continue à travailler avec certains qui n'ont pas été qualifiés, comme tu dis, et qui ont très mal vécu la non-qualification sur les Jeux de Paris, parce que pas de compréhension. Et puis, en effet, en fait, l'extérieur renvoie quelque chose qui est hyper dur à gérer, en sachant que déjà intrinsèquement, en tant qu'athlète de haut niveau, la majeure partie d'entre vous, je dis pas pour toi, tu vois, mais la majeure partie s'identifie énormément à son résultat. Et donc du coup, tu existes entre guillemets à travers tes résultats, et cet environnement-là te le renvoie. Donc en effet, il y en a on est à 1 an, et certains sont encore impactés et blessés de ça. Après, tu vois, c'est aussi pour ça qu'on l'avait travaillé en amont, cette idée de se dire ok, et je l'entends beaucoup dans ton discours et je le relève parce que ça, je trouve que c'est une clé hyper importante, le côté acceptation. Je sais pas si tu t'entends en même temps que t'en parles, et dans le sens où en fait l'idée avant les Jeux, c'était à la fois vraiment être aligné avec son vrai pourquoi, savoir ce que ça représente pour toi les Jeux et ce que ça représente pour toi une médaille, parce que pour Oriane ça va être différent de d'autres athlètes, et ça c'est hyper important parce que c'est ça qui
qui va te raccrocher à un moment donné. Et quand t'es dans le dur, quand t'es seul face à autant d'incertitudes ou autant d'obstacles, ne serait-ce que pour la qualification, bah, au moins, tu sais pourquoi tu te lèves le matin et tu t'alignes par rapport à ça. Et puis ensuite, l'identité globale. Et ça, c'est hyper important. Et pareil, on en a aussi beaucoup parlé. C'est qui t'entoure, qui est là pour qui tu es. Et non pas ce que tu représentes, parce que t'en as pas parlé, mais je pense qu'il y a eu des switches de représentation. Une fois qu'il y a eu les médailles, t'en as certains qui ont très certainement changé de comportement, et ça arrive aussi souvent parce que voilà, ça y est, ça brille, donc on va changer les choses. Mais ta garde rapprochée, les gens qui sont là pour qui tu es et qui vont t'accompagner aussi dans les moments qui sont difficiles, d'expérience, je trouve qu'il n'y en a pas forcément tant que ça. Et au final, ça, c'est quand même beaucoup plus facile de faire la part des choses avec de l'âge, parce que voilà, c'est sûr qu'à 30 ans, on va moins te la faire à l'envers qu'à 20. T'es beaucoup plus facilement malléable et atteignable, je dirais, à 20 ans, qu'à 30 ans où en fait t'arrives, peut-être que parfois ça prend du temps quand même à décrypter les gens, mais au final tu finis quand même par le faire parce que tu sais les personnes sur qui tu peux vraiment compter, et les personnes qui étaient là avant, pendant et après, mais c'est sûr que tu te rends compte, et moi c'est ça que quand on me demandait est-ce que tes médailles ont changé ta vie, clairement non, je disais mon fils il m'aime pas plus parce que j'ai des médailles, j'ai pas changé de mari, j'ai pas changé de parents, mes frères c'est les mêmes, et par contre le regard des gens en fait qui ne te connaissent pas pour le coup change parce que t'as tes médailles, alors qu'en fait t'es exactement la même personne, et c'est vraiment je pense le truc qui change le plus quand t'as des médailles ou quand t'en as pas, c'est l'image que les gens ont de toi sans te connaître en fait. Mais ouais, ce travail global, tu vois, il est hyper important, et ça me fait penser à un sujet qu'on avait abordé. C'est aussi le rôle en tant que maman. Je sais pas si tu te souviens, mais ce moment où se dire ok, là je vais être sur la qualif, je vais être à fond, ça va être moi la priorité. Mais il y a mon petit bout qui est à la maison, je vais partir en déplacement, je vais pas le voir, et ça je pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à partager, parce que à ce moment-là il y a les deux identités qui peuvent se mettre en conflit entre guillemets, moi Oriane l'athlète et moi Oriane la maman. Et ça peut à la fois être une force, et en même temps il y a des moments où waouh, ça remue aussi, et je pense qu'en tant que femme, c'est aussi différent qu'en tant qu'homme. Bon, après, je suis pas un homme, je peux pas dire, tu vois, mais je le ressens aussi beaucoup chez les athlètes mamans. Oui, moi, c'est vrai que mon fils a toujours été quand même une force, parce que je savais pourquoi je partais en compète. Et je me disais, là, tu pars en compète. Enfin, je pense que j'étais déjà quelqu'un de très organisé, mais la maternité m'a appris à encore plus optimiser mon temps, et je savais pourquoi et ce que je faisais à chaque moment de ma vie. Et si je partais en compète, je savais qu'il y avait plein de choses qui avaient été mises en place pour que mon fils soit bien. Donc c'était de l'orga avec mon mari, avec mes parents, avec mes beaux-parents. Et ça, pour revenir sur les piliers, en fait c'est essentiel aussi, parce que si t'as pas un entourage qui te permet de savoir que là où t'es, tu peux être à 100%, en fait, tu peux pas avancer sans tes piliers. Et oui, rentrer de compète et te dire purée, j'ai pas donné le max, ou j'ai pas fait ce qu'il fallait alors que j'avais mis tout en place pour que ça fonctionne, ça te fait encore plus avancer, enfin ça te fait avancer plus vite, parce que tu dis ouais, là j'ai vraiment fait de la daube. Donc on rectifie vite le coup pour que ça re-switch du bon côté, et que toutes ces mauvaises ondes se disparaissent, et qu'on reparte sur quelque chose de plus positif, parce que voilà, c'est pour ça que tu le fais. Alors j'ai une dernière question pour toi, Oriane. Est-ce que tu as déjà ressenti, ou est-ce que tu ressens en général une pression supplémentaire liée au devoir, entre guillemets, de rester forte ?
C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es quand même en haut de la hiérarchie de l'escrime féminine. Est-ce qu'il existe un besoin de devoir conserver ce statut ? Est-ce que cette place au sommet, c'est une source d'anxiété pour pas décevoir, pour sa propre estime ? C'est pas pour pas décevoir. C'est vrai que jusqu'à mes médailles olympiques, c'était plus pour prouver, en fait. C'était plus, voilà, je vais prouver que je suis forte, je veux prouver que ce que je vaux, je sais que j'ai pas encore montré tout ce dont j'étais capable. Donc c'est pas tant pour l'estime de moi-même, parce que je pense que quand même, avec l'expérience et pour le coup la maternité, j'ai vraiment appris à déjà faire la part des choses entre la personne que j'étais sur la piste, avec mes valeurs, mais l'athlète qui a envie de gagner et qui assume le fait d'avoir envie de gagner, et la nana qui est maman, qui a une famille, des amis, et ça m'a pris du temps d'accepter que il pouvait y avoir entre guillemets 2 personnes, mais que sur certains points comme les valeurs, ça pouvait se chevaucher. Et puis du coup, je sais pas, là je vais revenir après mon deuxième bébé, donc peut-être que cette pression dont tu parles, je l'aurai après. Mais c'est vrai que avant mes médailles, c'était plus de la preuve, en fait, que vraiment une pression que je me mets moi pour l'estime de moi-même. Ma petite voix me dit que t'arriveras à prendre le bon recul. C'est l'âge, ça. Oriane, Anaëlle, merci beaucoup, c'était très intéressant. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Les podcasts de l'INSEP, le mental de nos champions. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.